J'ai maintenant l'honneur et le plaisir de vous introduire le professeur Stroel. Je crois que le professeur Stroel est connu par la plupart d'entre vous. Je rappelle qu'il est professeur extraordinaire, non seulement à notre faculté, mais aussi à Saint-Louis, et qu'il est un des plus grands spécialistes belges au niveau des droits intellectuel, et depuis quelques années, il s'initie aussi, mais plus que s'initier, il devient aussi une des figures de proue au niveau de tout ce qui est droit de la vie privée et droit aussi de l'Internet, où notre faculté, grâce à lui, prend un rôle moteur. Voilà, je lui cède bien volontiers la parole, si du moins la technique le permet. Alors, je voudrais vous parler de la question des données, mais le titre est déjà mal posé, tout à fait mal posé, donc je vais le corriger, parce que le contrôle sur les données, est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Peut-être que non. Peut-être que, justement, dans cet univers digital, appliqué notamment au transport, c'est l'accès aux données qui est important. Et c'est, je pense, aussi ce que souhaite la Commission. En tout cas, on a déjà évoqué hier la Commission qui a proposé une nouvelle approche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et j'ai vu hier soir qu'un des grands axes, ce serait de travailler sur une législation, je cite, visant à ouvrir davantage de données à la réutilisation et à permettre l'échange de données. Bon, mais c'est un titre évidemment qui convient peut-être à mon parcours professionnel. C'est sans doute effectivement une déformation. Je m'intéresse plus au contrôle parce que si on fait le tour des droits intellectuels, il s'agit évidemment de contrôle sur les données. On a vu que ces données sont importantes. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire et donc c'est un exposé qui est fort un chantier que je vous propose parce que contrairement à ce qu'on a en matière de responsabilité, on a de vieilles dispositions dans le Code civil et surtout une jurisprudence très riche. En matière de données, on a des textes très très récents et qui n'ont jamais été non plus extrêmement bien conçus et assortis les uns aux autres. C'est ce que je voudrais voir. Alors, quel contrôle? Parce que effectivement, dans la mesure où on a maintenant les données comme une valeur qui, vous savez, est comparée à tort ou à raison au pétrole. Et évidemment, bon, ce sont des sociétés qui, par exemple, acheminent des données qui vont pousser cette analogie. Mais c'est vrai que c'est une analogie correcte dans la mesure où, comme le pétrole, les données ont acquis une certaine valeur, et notamment les données dans la mobilité. Mais par contre, évidemment, parce qu'on a des biens qui sont des biens intellectuels, certaines caractéristiques du pétrole et d'autres biens matériels ne se retrouvent pas. Donc l'analogie, elle ne fonctionne pas parfaitement, mais par contre, elle est intéressante parce que, effectivement, si on parle de pétrole, on peut parler de plateformes, les plateformes qui procèdent à l'extraction et au raffinage et qui acheminent ces contenus. Et quand on parle des données, effectivement, on est vite confronté à ces grandes plateformes. Et donc, il y a aussi ici, sur cette question des données, un enjeu de politique industrielle dans la façon dont on va déterminer les droits d'accès et les droits de contrôle. Et bien entendu, on parle là automatiquement des toutes grandes plateformes qui sont d'ailleurs les grands acteurs de l'intelligence artificielle. Les GAFAM, on les connaît. On connaît moins les équivalents chinois qui sont cités là. Et puis, il y a les nouveaux venus, parmi lesquels justement Tesla, Uber et d'autres qui sont directement concernés par le marché des véhicules autonomes. Donc, c'est une question qui pose des questions aussi de concurrence, bien entendu, et de politique industrielle. Mais les choses sont relativement claires. De nouveau, c'est une société qui a un intérêt. Alors, je ne sais pas exactement ce que fabrique Intel dans le domaine des véhicules autonomes, et on peut imaginer qu'il y a des puces qui sont insérées dans tous les capteurs. Et ces capteurs qui sont cités ici, caméra, radar, sonar, GPS, LIDAR, on en a déjà parlé, vous voyez, sont susceptibles de capter et d'échanger avec l'environnement de l'ordre de 4000 gigabytes par jour. Ce sont donc des volumes immenses de données. Ça attire des convoitises, évidemment, puisqu'on peut greffer
des services, on peut améliorer des systèmes d'intelligence artificielle si on a accès à ces données. Donc il y a un enjeu économique et puis il y a des enjeux, bien entendu, citoyens pour notamment développer des pratiques collectives d'échange de données. Alors je voudrais passer en revue donc un peu la problématique, mais ce sera très rapide, d'autant qu'on est en retard. D'abord, après cette introduction, revenir sur Big Data et véhicules autonomes. On a déjà parlé des gigantesques quantités de données. Et ces données, elles ont des valeurs qui peuvent varier, bien entendu. Il y a certainement une grande valeur pour les fabricants, d'abord les fabricants de ces véhicules. On parle beaucoup des nouveaux marchés de maintenance prédictive, donc il est important d'avoir accès à des données concernant les différentes pièces de la voiture, par exemple. Les assureurs, bien entendu, s'ils veulent offrir des services en fonction du roulage et des paiements de primes associés. Il y a dans la chaîne, bien entendu, d'autres intervenants, les concessionnaires, les réparateurs. Il y a tous ceux qui viennent de l'extérieur et qui souhaitent fournir des services et qui ont déjà éventuellement des entrées par le GPS, voire par le téléphone qui lui-même est connecté avec la voiture autonome et qui veulent offrir toute une série de publicités. Et ce sont notamment les GAFAM dont on a parlé. Il y a des services d'assistance. C'est intéressant pour les gestionnaires des routes et des infrastructures et pour nous, avocats juristes. Et je crois que la liste pourrait être encore bien plus longue. Alors, qui devrait contrôler ces données? Le fabricant, le propriétaire, le fournisseur du dispositif de traitement des données, le conducteur, l'assurance, des groupes d'usagers. Je ne vais pas répondre à la question et je pense que de toute façon, il faudra bien définir le type de données. Il y a beaucoup de données de types différents, j'y reviendrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tentatives de s'approprier les données. Alors, on utilise généralement 3 moyens pour avoir un contrôle sur les données. Il y a bien entendu les droits de propriété qui sont déterminés dans la loi, et notamment dans toute législation en matière de propriété intellectuelle. Mais en pratique, bien entendu, les dispositifs techniques et des dispositifs organisationnels peuvent aussi constituer des barrières à l'accès aux données et donc assurer un certain contrôle. Et bien entendu, également, les contrats. Dans le domaine des données générées par les voitures autonomes, je crois que la définition de l'infrastructure et du type d'acheminement des données va être décisif. Donc on peut utiliser des moyens technologiques. Par exemple, où est-ce qu'elles vont être logées, ces données? Est-ce qu'on va les loger dans une boîte noire qui se trouve dans la voiture? Ce qui permet peut-être facilement à ceux qui s'occupent de l'interface avec d'autres services d'y avoir accès, mais par contre, ça peut poser d'autres problèmes, peut-être. Alors, inversement, on pourrait placer toutes les données, non pas dans la voiture, mais avoir un système technique qui les exporte, et je suis très simple ici, il faudrait voir avec les ingénieurs ce que ça veut dire, vers un serveur back-end qui serait le serveur entre les mains du constructeur, par exemple, et qui, lui, pourrait contrôler, alors éventuellement en aval, à qui il donne accès à une partie de ces données. Donc la définition de l'infrastructure technologique, comme toujours lorsqu'on s'intéresse au digital, va être importante pour savoir qui contrôle les données et qui va pouvoir y avoir accès et quel sera le rapport de force entre différentes branches aussi de l'industrie et le rapport de force avec les usagers. Il est clair qu'on va aussi utiliser, qu'on utilise les contrats, puisque le fabricant, l'OEM de voiture, va passer un contrat avec l'utilisateur qui va lui permettre peut-être de s'assurer tout le contrôle sur les données, en tout cas, qui l'intéressent. Donc les contrats sont là, les dispositifs techniques et organisationnels vont assurer une appropriation au profit des uns ou des autres. Et puis, et je vais en parler, il y a aussi toutes les réglementations en ce qui concerne les données. Mais il y a des questions de politique qui se posent et les approches sont un peu différentes. Par exemple, il y a une étude l'année passée pour le ministère allemand du Transport sur les données de mobilité. Et là, vous voyez, le texte parle de Eigentumsordnung et il s'agit d'organiser la propriété sur ces données de mobilité.
Peut-être que, d'ailleurs, il y a eu une influence des grands constructeurs allemands dans la définition et peut-être de ces politiques. La Commission est venue avec une autre étude qui insiste sur l'accès aux données dans les véhicules, peut-être dans une approche plus ouverte. On voit que les choses sont en train de se discuter avec des études à l'appui. Je voudrais maintenant essayer d'un peu systématiser et voir quels sont les types de données du point de vue peut-être juridique qui sont en cause. Alors, évidemment, je prends un exemple, M. Perrin est encore là, c'est une Renault. Je pense qu'il existe d'autres voitures qui sont des voitures connectées. Celle-ci n'est peut-être pas autonome, mais en tout cas, elle est connectée. Et c'est un modèle bien sympathique, donc voilà, je l'ai pris. Alors, oui, c'est un exemple, bien entendu, avec différentes interactions. Et vous voyez là qu'il peut y avoir des interactions vers le serveur back-end, par exemple, de Renault, pour une série de données qui peuvent les intéresser, notamment pour l'assistance, etc. Et il y a d'autres points d'entrée vers les données à travers le système de GPS et en général les systèmes de communication qui peuvent passer par les téléphones portables. Et donc il y a déjà plusieurs sorties qui contrôlent quoi. Au niveau peut-être juridique, mais c'est vraiment une première élaboration, il y a sans doute 4 grands types de données qui ont un régime déjà en train d'être défini dans la réglementation européenne. En tout cas, c'est clair pour les données personnelles. J'y reviendrai dans un instant parce qu'il y a beaucoup de données personnelles qui sont générées par une voiture autonome. Il y a, bien entendu, dans toute cette problématique des données de mobilité, il y a la question des données publiques. On en parlait avec l'exposé de M. Le Ridan, les données sur l'infrastructure, qui sont des données qui doivent être croisées avec des données qui sont captées par la voiture autonome. Il y a une interaction entre les deux. Et effectivement, là, il y a des données d'infrastructure, par exemple, qui risquent d'être régies plutôt par le régime des données publiques ou ouvertes. Il y a des données confidentielles, parce qu'un constructeur de voitures, mais aussi tous ceux qui installent d'autres dispositifs, y compris tous les capteurs, y compris tous les moyens de faire communiquer la voiture avec l'environnement, ont certainement des données confidentielles qu'ils vont essayer, évidemment, de protéger par le secret d'affaires. Et il y a aussi des données non personnelles, qui est une nouvelle catégorie qui se trouve dans les textes européens. Je vais y revenir, mais je vais être très court. En vous parlant ici de la régulation des données dans l'Union européenne, tout ça, c'est simplement pour vous montrer qu'on a en fait un nuage de régulation qui contiennent des dispositions relatives aux données et qui peuvent déterminer la question de savoir quel est le contrôle et quel est l'accès aux données qu'on aura dans le futur. Ceci, c'est de manière générale. Je parlerai aussi d'un texte qui aborde de manière sectorielle, pour les données de mobilité, je serai rapide, la question aussi de l'accès et du contrôle. Donc il y a toute une série, je ne vais pas les passer tous en revue, ce sont des directives, ce sont parfois des projets de directives. Il y a aussi, par exemple, le règlement général sur les données personnelles, bien entendu, qui va entrer en vigueur dans un mois, la directive sur les secrets d'affaires. Mais donc, il y a toute une panoplie de dispositifs juridiques, pas tout à fait finalisés, certains en tout cas, ou qui sont en révision. Par exemple, la directive sur la réutilisation des informations du secteur public. La Commission annonçait aussi hier qu'il y aurait un travail à faire de ce côté-là. Et en fait, quand on réfléchit aux données générées, par exemple, par les véhicules autonomes, les données de localisation, d'itinéraire, l'historique des trajets, des données relatives à la vitesse, etc., ces données pourraient être considérées, si elles ne sont pas anonymisées, comme des données personnelles, compte tenu de la définition large qui est ici reproduite, l'article 4 du règlement général sur la protection des données. Donc toute information se rapportant à une personne physique. Et il y a moyen de lier évidemment certaines données à la personne physique. Ce qui veut dire qu'il y a application de ce régime-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça crée des contraintes, bien entendu, pour les opérateurs économiques. On discute, mais là c'est au niveau de la discussion, de nouveaux droits sur les données non personnelles et qui ne sont pas définis positivement, mais négativement, on le verra dans un instant,
on en discute. L'année passée, ça a été fait en 2 temps. Il y a d'abord une communication de la Commission, créer une économie européenne fondée sur les données, où on sentait les demandes des constructeurs, et peut-être des constructeurs automobiles en particulier, de se voir octroyer un nouveau droit de propriété qui leur permettrait sans doute un certain contrôle. Finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé lorsque la proposition de règlement a été mise sur la table au mois de septembre de l'année dernière. C'est une proposition qui insiste plutôt sur la libre circulation des données non personnelles dans l'Union européenne. Et on n'a pas de définition positive, mais uniquement une définition négative de ces données. Il s'agit là de lutter essentiellement contre les réglementations nationales qui essayent de nationaliser les données à travers des obligations de localisation des données sur des serveurs qui sont des serveurs nationaux, des serveurs basés sur un territoire. Donc, tentative de reterritorialisation, mais qui est évidemment en porte-à-faux avec les libres circulations. Et la Commission prétend qu'il y a une nouvelle libre circulation, la libre circulation des données. Autre texte qui est discuté actuellement et qui fait l'objet de débats assez importants, a priori, quel rapport avec les données, c'est la directive sur droit d'auteur dans le marché unique européen. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exception pour la fouille de textes et de données, le texte data mining, qui est actuellement débattu. Et c'est vrai que la façon dont on délimite cette exception aura des influences sur la question du contrôle et de l'accès aux données à l'avenir. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour montrer que ce régime est en train d'être débattu. Qui va bénéficier de cette exception ? Donc c'est tous les termes et le champ d'application de cette exception qui va déterminer la question du contrôle. On a en matière de données confidentielles la directive sur les secrets d'affaires qui en fait couvre des informations. Vous avez là la définition de secret d'affaires. On oublie que le secret d'affaires, c'est des données, c'est des informations qui sont secrètes, qui ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes et pour lesquelles une personne, généralement ce sera un opérateur économique, a pris des dispositions raisonnables pour maintenir la confidentialité. C'est vrai que ce n'est pas un droit de propriété en tant que tel, puisqu'il permet simplement de lutter contre des actes illégaux, certains comportements. Ce n'est pas un droit sur les informations, mais il peut se muer en quasi-propriété. On a alors, de manière plus spécifique, et je ne rentre pas dans les détails, sur les données de mobilité des débats, on a parlé du système ITS ce matin, en français c'est le système de transport intelligent, et la directive de 2010 qui entend développer ces systèmes de transport intelligents, notamment le transport multimodal, mais insiste sur la question des données, parce qu'il n'y a pas sans doute de transport multimodal s'il n'y a pas d'échange de données entre les différents modes de transport. Donc il y a toute une question d'interface et de circulation des données, mais qui pose des problèmes de données personnelles. Et d'ailleurs, le working party de l'article 29, qui est grosso modo le lieu où les différents régulateurs de la vie privée se retrouvent au niveau européen, estime qu'il faudrait une réglementation tout à fait spécifique pour la collecte et le traitement des données sur les systèmes de transport intelligents. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je conclus, d'autant que, voilà, le temps a passé. Quel régime pour les données générées par les véhicules autonomes ? Je pense qu'il y a toute une série de problèmes qui se posent, puisqu'il y a des réticences des opérateurs privés à partager les données. On n'a pas des contrats ni des standards qui facilitent l'échange de données. De l'autre côté, les autorités publiques n'ont pas toujours les ressources pour traiter les données qui pourraient être utiles pour définir de bonnes politiques, notamment en matière de mobilité. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le plan juridique et aussi sur le plan des dispositions pratiques et aussi contractuelles pour essayer de dénouer un peu ce sac assez complexe du contrôle des données qui sont essentielles pour l'intelligence artificielle. Voilà, merci.